L'incroyable histoire du Venezuela. Vous êtes-vous déjà demandé comment le Venezuela est né? Comment il est passé d'un paradis indigène à une nation pleine de luttes, de héros et de grands changements? Le Venezuela n'a pas toujours été tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il fut un temps où ces terres étaient habitées par de courageux indigènes, puis les conquistadors sont arrivés. Des héros se sont levés et ont lutté pour l'indépendance. Et au fil des ans, le pays a connu de grands moments de gloire, mais aussi des temps difficiles. Aujourd'hui, de nombreux Vénézuéliens se demandent pourquoi notre pays a tant changé. Comment en sommes-nous arrivés là? Y a-t-il de l'espoir pour un avenir meilleur? Dans ce voyage passionnant, nous vous raconterons l'histoire du Venezuela comme jamais auparavant. Vous connaîtrez les grandes batailles, les moments de gloire et les défis qui ont marqué notre nation. Mais le plus important, c'est que vous découvrirez que l'histoire du Venezuela n'est pas encore terminée et que son avenir est entre les mains de son peuple. Alors préparez-vous, car ce que vous allez voir vous rendra fier, vous fera réfléchir et surtout vous rappellera que le Venezuela est un pays de guerriers et de rêveurs. Partons ensemble à la découverte de l'histoire du Venezuela. Les premiers habitants du Venezuela, un monde avant l'histoire. Imaginez un temps très très lointain, bien avant l'existence des villes, des voitures ou même des cartes. Un temps où la nature était la véritable maîtresse de tout et où les seuls habitants de ces terres étaient des gens qui vivaient en totale harmonie avec les rivières, les forêts et les montagnes. Ce temps était réel. Nous parlons des premiers habitants de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Venezuela. Il y a plus de 15 000 ans, alors que le monde n'avait pas encore de frontières. Certaines tribus nomades sont arrivées sur ces terres à la recherche de nourriture, d'un abri et d'un endroit où s'installer. Ils n'avaient pas de maisons en béton ni de rues pavées. Leurs maisons étaient des huttes de palmes et de boue. Et leur toit était l'immense ciel étoilé, le grand royaume de la nature. Si vous pouviez voyager dans le temps et voir de vos propres yeux ce monde ancien, vous seriez étonné. Le Venezuela était un paradis sauvage. Des rivières qui ressemblaient à des miroirs d'eau cristalline. Des jungles si denses que même la lumière du soleil ne pouvait pas les traverser complètement. Des montagnes qui touchaient dans les nuages et des plaines qui s'étendaient au-delà de la vue. Les premiers habitants ne vivaient pas seulement dans la nature, ils en faisaient partie. Ils savaient quand les rivières étaient prêtes pour la pêche, quels fruits de la forêt étaient comestibles et lesquels étaient vénéneux. Ils connaissaient chaque son du vent, chaque rugissement lointain d'un jaguar, chaque mouvement des arbres à l'approche d'une tempête. C'étaient des chasseurs-cueilleurs et des pêcheurs. Avec des lances faites de bois et de pierre, ils chassaient des cerfs, des tapirs et des oiseaux. Avec des canoës taillés dans des troncs d'arbres, ils parcouraient les rivières à la recherche de poissons et de leurs propres mains, ils cueillaient des fruits, des racines et des graines pour se nourrir. Mais tous ne vivaient pas de la même manière. Au fil des siècles, certaines tribus ont cessé d'être nomades et ont appris à cultiver. Ainsi sont nées les premières aldeias, de petites communautés entourées de champs de maïs, de yucca et de haricots, où les gens travaillaient ensemble pour construire un foyer plus permanent. Les grandes populations indigènes du Venezuela. Avec le temps, la terre que nous appelons aujourd'hui le Venezuela s'est remplie de différents groupes indigènes. Ce n'étaient moqués pas seulement des Indiens, comme on les appelait souvent de manière générale, mais des peuples distincts, chacun avec sa culture, ses traditions et sa façon de voir le monde. Parmi les plus importants se trouvaient les Caraïbes, des guerriers nés, des navigateurs experts, qui dominaient les côtes et les îles. Ils étaient forts, courageux, et défendaient leur territoire avec une grande férocité. On disait qu'ils étaient des cannibales, bien que beaucoup pensent dedans que ce n'était qu'une histoire exagérée par les Européens lorsqu'ils les ont rencontrés pour la première fois. Il y avait aussi les Timotocuicas dans les montagnes des Andes, dans ce qui est aujourd'hui Mérida et Trujillo. Contrairement aux Caraïbes, ils étaient des agriculteurs pacifiques, experts dans la construction de terrasses pour cultiver dans les montagnes. Leurs villages étaient organisés et leurs maisons étaient en fait de pierre, ce qui était rare pour l'époque. Dans les llanos et les forêts, il y avait les Piaroas, les Yanomami et les Guaros, qui vivaient en contact direct avec la nature. Ils utilisaient l'arc et la flèche pour chasser, pratiquaient des rituels spirituels et croyaient que la forêt était pleine d'esprits qui protégeaient les leurs. Chacun de ces peuples avait sa propre langue, ses propres croyances et ses propres histoires sur l'origine du monde. Certains croyèrent que le soleil était un dieu qui les guidait. D'autres pensèrent que les rivières étaient les veines de la terre-mère et que chaque animal avait un esprit qui devait être respecté. La vie dans les villages.
Dans les villages indigènes, la journée commençait avec les premiers rayons du soleil. Les femmes allaient en chercher de l'eau dans de grandes jarres en argile, tandis que les hommes préparaient leurs armes pour la chasse. Les enfants jouaient pieds nus sur la terre, apprenant dès leur plus jeune âge à se déplacer avec agilité dans la jungle ou à ramer sur les rivières. Il y avait des moments de joie et de célébration, comme lorsqu'ils obtenaient une bonne récolte, ou lorsque les chasseurs revenaient avec de la nourriture. On dansait autour du feu, on jouait des tambours et on racontait des histoires qui se transmettaient de génération en génération. Mais il y avait aussi des moments difficiles. Parfois, les sécheresses asséchaient les rivières et les récoltes ne poussaient pas. D'autres fois, les guerres entre tribus rivales devenaient inévitables. Mais c'était la vie dans un monde où seuls les plus forts et les plus sages pouvaient en survivre. Pendant des siècles, ces terres ont appartenu aux indigènes. Ils étaient les propriétaires absolus du Venezuela, sans savoir que dans un futur pas si lointain, tout allait changer à jamais. Un présage de changement. Une nuit comme les autres, sous le ciel étoilé, les anciens des villages racontaient des histoires des temps passés. Ils parlèrent de dieux et d'esprits, de héros et de guerriers. Mais personne n'imaginait l'histoire qui était sur le point de commencer, car au-delà de l'horizon, dans un monde qu'ils ne connaissaient pas, de gigantesques navires en bois sillonnaient en l'océan. Des navires remplis d'hommes à la peau blanche, avec des vêtements étranges et une langue inconnue. Ils venaient de l'autre côté de la mer, à la recherche de quelque chose que même les indigènes ne savaient pas exister. De l'or, des richesses et de nouvelles terres. C'était l'année 1498, et le destin du Venezuela était sur le point de changer à jamais. L'arrivée des Espagnols marquerait le début d'une nouvelle ère, une ère de rencontres et de désaccords, de luttes et de conquêtes, d'histoires qui ne seraient jamais oubliées. Mais c'est une autre histoire qui est sur le point de commencer. L'arrivée des Espagnols au Venezuela, en 1498, une rencontre qui allait changer l'histoire pour toujours. Imaginez que vous êtes sur le rivage, le vent chaud de la côte souffle doucement et les vagues se brisent sur le sable avec un rythme constant et tranquille. Devant vous, l'horizon est infini, une ligne où le bleu de l'océan rencontre le ciel. Pendant des siècles, cette mer a été le témoin silencieux de la vie des peuples autochtones du Venezuela. Pour eux, l'eau est un chemin, une source de nourriture et un foyer pour les dieux de l'océan. Ils n'ont jamais rien vu au-delà de l'horizon. Ils n'ont jamais imaginé que, dans un avenir pas si lointain, cet horizon apporterait le plus grand changement qu'ils aient jamais connu. Nous sommes en 1498 et quelque chose d'inattendu est sur le point de se produire. Les ombres à l'horizon. Dans le calme de l'aube, un groupe d'indigènes caraïbes se trouve sur la côte, préparant leur canoë pour aller pêcher. La routine est la même que d'habitude. Des hommes forts avec des lances aiguisées, des femmes qui ramassent des fruits de mer sur le rivage, des enfants qui jouent et courent pieds nus sur le sable. Mais soudain, quelqu'un crie « Regardez là-bas, sur la mer !» Tous lèvent les yeux et voient quelque chose d'étrange à l'horizon. D'abord, ce sont de petites taches sombres, flottant sur l'eau. Puis, au fil des minutes, ces taches grossissent. Quelque chose avance vers eux, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Ce sont des bateaux, d'énormes bateaux, avec des voiles blanches gonflées par le vent. Ils ne ressemblent pas aux canoës qu'ils connaissent, ni même aux embarcations d'autres tribus. Ces navires semblent venir d'un autre monde. Les indigènes se regardent, incertains. Qu'est-ce que c'est? Sont-ce des esprits de la mer? Sont-ce des dieux qui viennent de l'horizon? Certains ressentent de la peur, d'autres de la curiosité. Personne ne sait ce qui est sur le point de se produire. Les bateaux s'approchent de plus en plus, et alors apparaissent les hommes étranges à la peau blanche. Regardez là-bas, le 3e voyage de Colomb, la découverte du Venezuela. Nous sommes au début du mois d'août 1498. Sur l'un de ces bateaux, le capitaine Christophe Colomb s'approche de la proue. Son visage est brûlé par le soleil, et sa barbe flotte au vent. Il navigue depuis des mois sur l'océan, à la recherche de nouvelles terres, de nouvelles richesses. Lorsque Colomb et son équipage aperçoivent la côte de ce que nous appelons aujourd'hui Macuro, dans l'état de Sucre, ils sentent qu'ils ont trouvé quelque chose de spécial. La mer brille d'un bleu intense, la végétation est luxuriante et les rivières coulent avec une eau douce et cristalline. Colomb est émerveillé. Quelque chose en lui dit que ces terres sont différentes de tout ce qu'il a vu auparavant. Ces hommes sont également stupéfaits. Mais il y a quelque chose qui les inquiète. Ils ne sont pas seuls. Depuis le rivage, les indigènes observent avec prudence les nouveaux arrivants. Les hommes de Colomb débarquent avec précaution.
Leurs vêtements étranges contrastent avec la peau sombre des indigènes. Les Espagnols parlent entre eux dans une langue que les indigènes n'ont jamais entendue. Le premier contact se fait avec des regards de surprise et de méfiance. Les Espagnols montrent des objets étranges, des miroirs, des perles colorées. Les indigènes s'approchent avec curiosité, prennent les cadeaux et les examinent attentivement. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Colomb, avec un air de supériorité, croit avoir trouvé une nouvelle terre pour son roi et sa reine. Il ne se rend pas compte que cette rencontre changera l'histoire pour toujours. Le paradis que Colomb nomma Terre de Grâce. Colomb et ses hommes avancent le long des côtes du Venezuela. Dans ses écrits, il décrit ces terres comme un véritable paradis. C'est la première fois qu'ils voient un fleuve aussi grand et puissant que l'Orénoque, et ils croient qu'ils sont peut-être arrivés au jardin d'Éden, celui-là même qui apparaît dans la Bible. Ils appellent cette terre Terre de Grâce, émerveillés par la beauté de la nature, l'abondance de fruits et d'animaux, et l'hospitalité de certains indigènes. Mais ce que les Espagnols recherchent réellement, c'est de l'or. Et bien qu'il n'y ait pas autant d'or au Venezuela que dans d'autres régions d'Amérique, les rumeurs de richesses cachées les poussent à continuer d'explorer. Au début, les indigènes voient les Espagnols avec curiosité. Certains croient que ce sont des dieux, d'autres pensent qu'ils sont des messagers de l'au-delà. Mais peu à peu, la vérité commence à se révéler. Ces hommes ne sont pas venus seulement en visite, ils sont venus pour rester. Le choc de deux mondes. Les Espagnols commencent à explorer plus profondément. Ils atteignent les côtes de Paria, le golfe du Venezuela, les îles voisines. En chemin, ils rencontrent d'autres tribus indigènes, certaines amicales, d'autres hostiles. Les Caraïbes, connus pour être de féroces guerriers, ne voient pas d'un bon œil ces visiteurs étranges. Bientôt, les premiers affrontements éclatent. Les indigènes attaquent avec des arcs et des flèches, mais les Espagnols ont des armes qu'ils n'ont jamais vues auparavant, des épées d'acier et des canons qui résonnent comme le tonnerre. Les Espagnols commencent à prendre ce qu'ils désirent, nourriture, femmes, esclaves. Et le pire de tout, ils apportent avec eux quelque chose que les indigènes ne peuvent ni voir ni combattre, des maladies mortelles. La variole, la rougeole et d'autres maladies européennes commencent à se propager, et en quelques années, des milliers d'indigènes meurent, sans même s'être battus. L'arrivée des Espagnols n'a pas seulement apporté l'exploration, mais aussi la destruction. Ce qui avait commencé comme une rencontre curieuse est rapidement devenu un conflit inégal, où un monde technologiquement plus avancé commençait à s'imposer sur un autre qui n'avait jamais imaginé être conquis. Le début de la colonisation. Des années après ce premier voyage, d'autres navires ont commencé à arriver. Les Espagnols n'ont pas tardé à établir des colonies, à revendiquer des terres et à soumettre les peuples autochtones. Ce qui avait été un paradis naturel a commencé à se transformer en un territoire sous le contrôle d'un roi lointain, le roi d'Espagne. Les tribus indigènes qui vivaient auparavant en paix ont commencé à perdre leurs terres, leurs coutumes et leur liberté. Peu à peu, les villages ont été détruits, les chefs indigènes ont été capturés et la culture ancestrale du Venezuela a commencé à être remplacée par celle des colonisateurs. L'arrivée des Espagnols a marqué le début d'une nouvelle ère, une ère où le Venezuela se transformerait complètement, où les noms des villes changeraient, où les gens parleraient une nouvelle langue et où une nation entière commencerait à se former à partir du mélange de ces deux mondes si différents. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car à mesure que les Espagnols prenaient le contrôle du Venezuela, quelque chose de nouveau surgissait sur la terre. La résistance. Les indigènes n'étaient pas prêts à se rendre sans combattre. Dans les montagnes, dans les jungles et dans les rivières, les rébellions ont commencé. L'histoire du Venezuela ne serait pas seulement l'histoire de la conquête, mais aussi l'histoire de la lutte pour la liberté. Et c'est là que nous entrons dans le troisième chapitre de notre histoire. L'époque coloniale et l'origine du nom Venezuela. Une histoire d'explorateurs, de batailles, de villes naissantes et d'un nom qui, sans le savoir, marquerait à jamais l'identité d'un pays. La naissance du Venezuela, l'époque coloniale et l'origine de son nom. Le soleil brille intensément sur l'immense lac. Les eaux reflètent le ciel comme un miroir, et parmi elles, de petites maisons en bois se dressent sur pilotis, reliées par des ponts rustiques en rondins. Depuis la rive, les indigènes observent leur monde, un monde qui, pendant des siècles, a été le leur. Ils n'imaginent pas que bientôt tout va changer. C'est le XVIe siècle et le Venezuela, bien que n'ayant pas encore de nom officiel, est sur le point de devenir une partie du vaste empire espagnol. Avec l'arrivée des conquistadors, les coutumes des peuples indigènes commencent à se transformer.
Leurs terres, autrefois libres, sont maintenant revendiquées par un roi qui vit à des milliers de kilomètres. Mais comment tout cela est-il arrivé? Comment ce lieu a-t-il reçu le nom de Venezuela? L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas seulement l'histoire d'un pays, mais celle d'une rencontre de culture, de lutte et de rêve. La découverte du Grand Lac. Des années après l'arrivée de Christophe Colomb, de nouveaux explorateurs ont commencé à s'aventurer sur le territoire vénézuélien. L'un d'eux fut Alonso de Ojeda, un navigateur intrépide qui, en 1499, avec Americo Vespucci, a appareillé d'Espagne à la recherche de richesses et de nouvelles terres. Naviguant le long de la côte, ils sont arrivés à une immense étendue d'eau entourée de montagnes. C'était un lac, mais pas n'importe lequel. C'était un gigantesque plan d'eau où le ciel semblait toucher la surface et où les maisons des indigènes semblaient flotter sur l'eau. Les explorateurs étaient émerveillés. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Pour eux, ces petites maisons sur pilotis, reliées par des ponts en bois, rappelaient une ville lointaine de leur propre monde, Venise, en Italie. Et ainsi, avec seulement quelques mots, le destin de ce lieu fut marqué à jamais. C'est comme une petite Venise, dirent-ils avec émotion. Dès lors, ils commencèrent à appeler la région Venezuela, ce qui signifie littéralement « petite Venise ». Ce qui pour les indigènes était leur foyer, pour les Européens devint un nom exotique, un symbole de découverte et de conquête. Sans le savoir, les navigateurs avaient donc baptisé un territoire qui, des siècles plus tard, deviendrait une nation. Mais l'arrivée des Espagnols n'a pas seulement apporté de nouveaux noms, elle a aussi apporté des changements qui marqueraient le destin des habitants originels de ces terres. La colonisation commence, la lutte pour le pouvoir. Bientôt, les Espagnols réalisèrent que l'or n'était pas la seule chose de valeur. Les terres, la main-d'œuvre indigène et le contrôle des ressources naturelles étaient encore plus précieux. Ils commencèrent à établir les premiers établissements et avec eux, un nouvel ordre fut imposé. Les premières villes furent fondées, Cumaná en 1521, Coro en 1527, Maracaibo en 1529 et plus tard Caracas en 1567. Mais chaque nouvelle ville signifiait un conflit avec les habitants originels. Les indigènes n'étant pas prêts à se soumettre si facilement. Parmi eux, de grands leaders émergèrent qui luttèrent contre les conquistadors. L'un des plus mémorables fut Guaycaipuro, un courageux chef indigène des Tecs et des Caracas, qui organisa une résistance féroce contre les Espagnols. Pendant des années, ces guerriers réussirent à freiner l'avancée des colons, attaquant leurs fortifications et les embuscades dans les montagnes. Mais les Espagnols ne s'arrêtèrent pas. Avec de meilleures armes, des chevaux et des stratégies militaires, ils réussirent à vaincre la résistance indigène et prirent peu à peu le contrôle du territoire. Ainsi commença la période coloniale, une époque d'imposition mais aussi de mélange, car bien que les Espagnols aient apporté leur culture, leur langue et leur religion, ils ne purent effacer complètement les racines indigènes. Un nouveau monde, la fusion des cultures. Avec la colonisation, le Venezuela est devenu un lieu de rencontre entre trois mondes. Le monde indigène qui habitait déjà ces terres depuis des milliers d'années, le monde européen qui a apporté sa langue, sa religion et son gouvernement, et le monde africain, car avec le temps, les Espagnols ont amené des esclaves africains pour travailler dans les plantations et les mines. La société a commencé à se transformer. Des églises et des places ont été construites dans les villes, des plantations de cacao et de tabac ont été créées, et la religion catholique a été imposée. Mais bien que les Espagnols aient eu le contrôle politique, la population indigène et africaine n'a jamais cessé de résister. Leur culture, leurs croyances et leur façon de voir le monde sont restés ancrés dans ce qui, des siècles plus tard, deviendrait l'identité vénézuélienne. Et tandis que l'Espagne consolidait sa domination sur ces terres, une graine de mécontentement commençait à germer parmi les habitants, car bien que l'Empire espagnol ait le contrôle, de nombreux créoles, enfants d'Espagnols nés en Amérique, commençaient à se demander « Pourquoi devrions-nous obéir à un roi que nous n'avons jamais vu ?» Cette question, avec le temps, allait marquer le début de l'une des époques les plus importantes de l'histoire du Venezuela, la lutte pour l'indépendance. Mais c'est une autre histoire qui est sur le point de commencer, le cri de l'indépendance. Le Venezuela brise ses chaînes. Imaginez que vous vivez dans une terre magnifique, entourée de montagnes, de fleuves puissants et de forêts remplies de vie. Mais il y a quelque chose qui pèse sur votre peuple, quelque chose d'invisible mais d'oppressant. La domination d'un roi lointain, un roi que vous n'avez jamais vu, qui gouverne depuis un pays de l'autre côté de l'océan.
et qui décide ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Pendant des années, le Venezuela a fait partie de l'Empire espagnol. Ses richesses, son commerce, son peuple, tout est sous le contrôle d'une couronne qui ne voit dans ses terres qu'une source de ressources. Mais les choses sont sur le point de changer. Il y a un feu qui brûle dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes, un feu que l'on ne peut éteindre, le désir de liberté. Nous sommes en 1810 et le destin du Venezuela est sur le point de prendre un tournant qui changera l'histoire pour toujours. L'aube de la rébellion. Tout commence par une rumeur. Un message qui voyage de bouche à oreille dans les rues poussiéreuses de Caracas, parmi les commerçants des marchés, dans les salons des maisons des créoles. Napoléon a envahi l'Espagne. Le roi Ferdinand VII a été capturé. Les mots résonnent comme un coup de tonnerre. La couronne espagnole, qui semblait inébranlable, est en crise. En Europe, la guerre a éclaté et l'Espagne est affaiblie. Et ici, en Amérique, les colonies commencent à se demander si l'Espagne est faible, pourquoi continuer à lui obéir? Les créoles, qui pendant des années ont supporté d'être traités comme des citoyens de seconde zone, voisaient en leur chance. Ils ont toujours été loyaux à la couronne, mais n'ont jamais été traités comme des égaux. Les lois favorisent les Espagnols nés dans la péninsule, pas les enfants de ces terres. Le commerce est limité, les impôts sont abusifs et le pouvoir est toujours entre les mains des envoyés du roi. Il est temps de changer. Le 19 avril 1810, à Caracas, quelque chose d'inattendu se produit. Un groupe de créoles, fatigués de la domination espagnole, se réunit au Cabildo et affronte le gouverneur Vicente Emparan. « Le peuple ne veut pas de vous comme gouverneur », lui disent-ils. Emparan, déconcerté, se penche au balcon et demande à la foule « Voulez-vous que je continue à gouverner ?» D'en bas, un cri unanime retentit « Non !» À cet instant, le Venezuela fait son premier pas vers l'indépendance, sans verser une goutte de sang. Les créoles ont pris le pouvoir à Caracas, mais la vraie bataille ne fait que commencer. La naissance d'une nation libre. L'enthousiasme se répand dans tout le pays. D'autres villes suivent l'exemple de Caracas et expulsent les autorités espagnoles. Bientôt, en 1811, un groupe de leaders révolutionnaires se réunit pour faire un pas plus audacieux, déclarer l'indépendance absolue du Venezuela. Le 5 juillet 1811, lors d'une séance historique, un groupe d'hommes courageux signe l'acte d'indépendance. Le Venezuela devient le premier pays d'Amérique latine à se déclarer libre de l'Espagne. Mais l'indépendance ne se gagne pas avec des mots. L'Espagne n'est pas prête à perdre ses colonies sans lutter, et ainsi commence une guerre qui durera plus d'une décennie. La lutte pour la liberté, héros et bataille. Les Espagnols ne tardent pas à contre-attaquer, envoyant des troupes pour reprendre le contrôle, et les affrontements deviennent de plus en plus violents. Au milieu de ce chaos, un jeune militaire d'une grande intelligence et d'un esprit indomptable émerge comme le leader de la révolution. Simón Bolívar. Bolívar ne veut pas seulement l'indépendance du Venezuela, il rêve de quelque chose de beaucoup plus grand. La liberté de toute l'Amérique du Sud. Mais avant de réaliser son rêve, il doit affronter des temps sombres. En 1812, un tremblement de terre dévastateur secoue Caracas, détruisant la ville et démoralisant les patriotes. Les Espagnols, menés par Domingo Monteverde, profitent de la situation et reprennent le contrôle. Bolívar et d'autres leaders doivent fuir. L'indépendance semble perdue, mais les patriotes ne se rendent pas. En 1813, Bolívar revient avec une armée et lance la campagne admirable, une série de batailles qui le mènent à reprendre Caracas. En entrant victorieux, il est nommé libérateur du Venezuela. Mais la guerre est loin d'être terminée. L'Espagne ne se rendra pas. La guerre sans répit. La lutte s'étend sur des années. Les Llaneros, menés par José Tomás Boves, deviennent une force brutale contre les patriotes. Boves, un Espagnol impitoyable, ne lutte pas pour la couronne, mais par vengeance. Son armée de Llaneros sème la terreur, ravageant des villages et tuant sans pitié. Les patriotes subissent une grande défaite en 1814. Caracas retombe aux mains des royalistes et Bolívar est contraint de fuir vers la Nouvelle-Grenade, aujourd'hui la Colombie. Il semble que tout est perdu, mais l'histoire n'est pas encore terminée. La renaissance de l'indépendance. En 1816, Bolívar revient, plus expérimenté et avec une vision plus claire. Il se rend compte qu'il ne peut pas gagner seul avec des armées créoles. Il a besoin des Llaneros, des indigènes, des esclaves. Il a besoin d'unir tout le monde autour d'une seule cause.
Avec l'aide de grands leaders comme José Antonio Páez, Manuel Piar et Santiago Marinho, Bolivar organise une nouvelle offensive. Le moment clé arrive en 1819. Bolivar, avec son armée, entreprend l'une des prouesses les plus impressionnantes de l'histoire. Il traverse les Andes dans des conditions extrêmes et défait les Espagnols lors de la bataille de Boyaca, assurant l'indépendance de la Nouvelle-Grenade, Colombie. Mais il reste encore à libérer le Venezuela. Finalement, en 1821, arrive la bataille décisive, la bataille de Carabobo. Avec des troupes bien organisées et le soutien de Páez et des Llaneros, Bolivar affronte les royalistes et les vainc. Le Venezuela est enfin libre. Le rêve de Bolivar ne s'arrête pas là. Il veut une grande nation unie et, avec la Colombie et l'Équateur, il forme la Grande Colombie. Pendant un moment, il semble que l'Amérique du Sud parviendra à être un seul pays. Mais les temps changent, les ambitions grandissent et bientôt des divisions surgiront, marquant un nouveau chapitre de l'histoire. Car même si le Venezuela a obtenu son indépendance, il doit maintenant décider de son destin. Et ainsi commence une nouvelle étape. La Grande Colombie et la séparation du Venezuela, une histoire de rêve frustré, de trahison et de la naissance de la nation vénézuélienne en tant que pays indépendant. La Grande Colombie et la séparation du Venezuela, 1821. Le rêve qui s'est effondré. La guerre était terminée. Après des années de lutte, de sang et de sacrifices, le Venezuela était libre. L'ennemi qui l'avait dominé pendant des siècles, l'Espagne, avait été vaincu lors de la glorieuse bataille de Carabobo en 1821. Les drapeaux flottaient avec fierté, les cris de victoire résonnaient dans tous les recoins du pays, et dans les rues, les gens célébraient. Mais l'indépendance n'était pas la fin du chemin. Ce n'était que le début d'une nouvelle histoire, une histoire de rêves partagés, mais aussi de conflits et de divisions. Simón Bolívar, le grand libérateur, ne voulait pas seulement la liberté du Venezuela. Sa vision allait bien au-delà. Il rêvait d'une Amérique unie, forte et libre, une seule grande nation capable de défier n'importe quel empire. Et c'est ainsi, avec cet idéal en tête, que naquit la Grande Colombie, une république qui unirait le Venezuela, la Colombie, l'Équateur et le Panama sous un seul gouvernement. Mais les rêves, aussi grands soient-ils, se brisent parfois. Et ce qui avait commencé comme un espoir, finit par se transformer en une amère déception. C'est l'histoire de la façon dont le Venezuela, après avoir tant lutté pour son indépendance, décida de se séparer de la Grande Colombie et de devenir une nation indépendante. La naissance de la Grande Colombie. L'union des libérateurs. Après la victoire de Carabobo, Bolivar savait que la lutte n'était pas terminée. Le Pérou était encore sous domination espagnole, et pour lui, l'indépendance devait être totale. C'est pourquoi, en 1822, après une rencontre historique avec le leader indépendantiste José de San Martín, il décide de prendre la mission en main et de voyager vers le sud pour poursuivre la guerre. Pendant que Bolivar combat en Équateur et au Pérou, Francisco de Paula Santander reste aux commandes au Venezuela. C'est un leader qui ne partage pas entièrement la vision de Bolivar. Santander croit en un gouvernement plus décentralisé, où chaque pays aurait son autonomie. Bolivar, en revanche, veut un gouvernement fort et centralisé, capable de maintenir la Grande Colombie unie. Au début, l'union semble fonctionner. Des lois sont créées, des gouvernements sont organisés, et Bogota est établie comme la capitale de cette grande nation. Mais dans l'ombre, les tensions commencent à monter. Première fissure, la division entre Bolivar et Páez. Pendant que Bolivar est au sud, libérant le Pérou, au Venezuela, quelque chose commence à changer. José Antonio Páez, le leader des Llanos qui avait été essentiel dans la victoire de Carabobo, devient la figure la plus puissante du pays. Et avec le temps, il commence à se demander « Pourquoi devons-nous obéir à un gouvernement qui est à Bogota ?» Les Vénézuéliens commencent à se sentir mal à l'aise avec les décisions prises dans la capitale de la Grande Colombie. Beaucoup pensent que Bogota est trop loin et qu'elle ne comprend pas les problèmes du Venezuela. Les impôts, les lois et le manque d'autonomie font grandir le mécontentement. Páez, qui bénéficie d'un grand soutien parmi les soldats et le peuple, décide d'agir. En 1826, il se rebelle contre le gouvernement de Bogota et déclare l'autonomie du Venezuela, un mouvement connu sous le nom de la Cosiata. Le conflit est déclaré. Bolivar revient du Pérou pour tenter de calmer la situation, mais les différences sont déjà trop profondes. Le retour de Bolivar, un pays au bord de l'effondrement. Lorsque Bolivar revient au Venezuela en 1827, il tente de convaincre Páez et les Vénézuéliens que la Grande Colombie doit rester unie. Pour lui, la fragmentation n'apportera que faiblesse et danger. Mais le peuple ne croit plus en la Grande Colombie.
La crise économique, les querelles politiques et le manque ont fait que de nombreux Vénézuéliens préfèrent se séparer. Bolivar est épuisé. Son rêve s'effondre sous ses yeux. Il a passé des années à lutter pour libérer l'Amérique, mais maintenant son propre peuple se divise. Même certains de ses alliés les plus proches le trahissent. En 1828, Bolivar tente de devenir dictateur pour sauver l'Union, mais il est trop tard. Les conflits internes ont affaibli la Grande Colombie au point qu'il n'y a plus moyen de la maintenir debout. En 1829, Páez convoque un congrès au Venezuela pour décider de l'avenir du pays. Et en 1830, le Venezuela se sépare finalement de la Grande Colombie et se déclare nation indépendante. La fin du rêve de Bolivar. Déçu et malade, Bolivar démissionne du pouvoir et se retire. En décembre 1830, il meurt à Santa Marta, en Colombie, sans avoir vu son rêve se réaliser. Ses dernières paroles sont le reflet de sa tristesse. Si ma mort contribue à ce que cessent les partis et se consolide l'union, je descendrai tranquillement au sépulcre. Mais l'union n'est jamais arrivée. Avec la séparation du Venezuela, la Grande Colombie se fragmente complètement. En peu de temps, l'Équateur et la Colombie deviennent également indépendants, et le grand rêve de Bolivar disparaît pour toujours. La naissance du Venezuela en tant que nation indépendante. Malgré la séparation, le Venezuela n'a toujours pas de stabilité. José Antonio Páez devient le premier président du pays en 1831, mais les problèmes ne disparaissent pas. Le pays est jeune et vulnérable, et bien qu'il ait obtenu son indépendance, il continue de faire face à des conflits internes et à des luttes pour le pouvoir. Páez gouverne d'une main de fer, essayant d'établir un pays organisé, mais les divisions politiques commencent à croître. Le Venezuela entre dans un siècle rempli de guerres civiles, de caudillos et de gouvernements instables. La question est maintenant, le Venezuela pourra-t-il trouver le chemin de la stabilité et de la paix? Car même si l'indépendance a été atteinte, la véritable lutte ne fait que commencer. Et c'est ainsi que nous arrivons au prochain chapitre de notre histoire, le 19e siècle et les guerres civiles au Venezuela, une époque de trahison, de chefs militaires ambitieux et d'un pays qui cherche encore son identité. Le 19e siècle et les guerres civiles au Venezuela, un pays en flammes. Le soleil se couche sur les llanos infinis. La poussière s'élève avec le galop des chevaux et au loin, une colonne de fumée s'élève au-dessus d'un village en flammes. Le Venezuela a obtenu son indépendance, mais la paix est encore loin. Le 19e siècle a commencé, et avec lui une ère de conflits, de trahison et de guerre qui marqueront le destin de la jeune nation. Le Venezuela n'est plus une colonie espagnole, ni une partie de la Grande Colombie, mais il ne sait pas encore quel type de pays il veut être. Les batailles ne sont pas terminées, elles ont seulement changé de forme. On ne se bat plus contre l'Espagne, maintenant les ennemis sont à l'intérieur du même territoire, entre frères, entre leaders aux ambitions opposées. C'est l'histoire d'un siècle de sang et de feu, où caudillos et armées se sont affrontés pour le contrôle du Venezuela, laissant de profondes cicatrices sur son peuple et sur sa terre. La fin de la Grande Colombie est le début d'un Venezuela fragmenté. Lorsque le Venezuela se sépare de la Grande Colombie en 1830, le pays entre dans une nouvelle étape. C'est maintenant une nation souveraine, avec son propre gouvernement, son propre destin. José Antonio Páez, le grand leader des Llaneros, prend le pouvoir en tant que premier président. Mais gouverner une nation nouvellement née n'est pas facile. Le Venezuela est un territoire vaste et divisé. Dans les villes, les politiciens veulent des lois et une république organisée. Dans les llanos et les montagnes, les caudillos militaires veulent le pouvoir et les terres. Les différences entre ces deux mondes sont inconciliables. Le pays est rempli de leaders avec leurs propres ambitions et chacun croit qu'il a le droit de gouverner. Páez, bien que fort et respecté, ne peut éviter l'inévitable. Le pays se fragmente en conflits internes. Les caudillos et la lutte pour le pouvoir. Imaginez une carte du Venezuela au 19e siècle. Maintenant, divisez-la en petits hauts territoires, chacun gouverné par un chef militaire avec sa propre armée. C'était le Venezuela à cette époque, un pays sans autorité centrale forte où les caudillos imposaient les guerres civiles au Venezuela. Un pays en flammes. Le soleil se couche sur les plaines infinies. La poussière s'élève avec le galop des chevaux. Et au loin, une colonne de fumée s'élève au-dessus d'un village en feu. Le Venezuela a obtenu son indépendance, mais la paix est encore loin. Le 19e siècle a commencé, et avec lui, une ère de conflits, de trahison et de guerre
qui marqueront le destin de la jeune nation. Le Venezuela n'est plus une colonie espagnole, ni une partie de la Grande Colombie, mais il ne sait pas encore quel type de pays il veut être. Les batailles ne sont pas terminées, elles ont seulement changé de forme. On ne se bat plus contre l'Espagne. Maintenant, les ennemis sont à l'intérieur du même territoire, entre frères, entre leaders aux ambitions opposées. C'est l'histoire d'un siècle rempli de sang et de feu, où Caudillos et armées se sont affrontés pour le contrôle du Venezuela, laissant de profondes cicatrices sur son peuple et sur sa terre. La fin de la Grande Colombie est le début d'un Venezuela fragmenté. Lorsque le Venezuela se sépare de la Grande Colombie en 1830, le pays entre dans une nouvelle étape. C'est maintenant une nation souveraine, avec son propre gouvernement, son propre destin. José Antonio Páez, le grand leader des Llaneros, prend le pouvoir en tant que premier président. Mais gouverner une nation nouvellement née n'est pas facile. Le Venezuela est un territoire vaste et divisé. Dans les villes, les politiciens veulent des lois et une république organisée. Dans les plaines et les montagnes, les chefs militaires veulent le pouvoir et les terres. Les différences entre ces deux mondes sont irréconciliables. Le pays est rempli de leaders avec leurs propres ambitions et chacun croit qu'il a le droit de gouverner. Páez, bien que fort et respecté, ne peut éviter l'inévitable. Le pays se fragmente en conflits internes, les caudillos et la lutte pour le pouvoir. Imaginez une carte du Venezuela au XIXe siècle. Maintenant, divisez-la en petits territoires, chacun gouverné par un chef militaire avec sa propre armée. C'était le Venezuela à cette époque, un pays sans autorité centrale forte, où les caudillos imposaient leur volonté par la force. Les caudillos étaient des leaders charismatiques, mais aussi impitoyables. Certains étaient d'anciens combattants de l'indépendance, d'autres étaient des propriétaires terriens ambitieux. Chacun avait sa propre vision pour le pays et n'hésitait pas à prendre les armes pour la concrétiser. C'est ainsi que commencent les premières guerres civiles. Pendant des décennies, le pays sera en conflit constant. Chaque nouvelle présidence apportera une nouvelle rébellion et chaque rébellion apportera plus de violence. L'un des premiers conflits éclate en 1846, lorsque le mécontentement des paysans et des classes les plus pauvres débouche sur une insurrection. José Tadeo Monagas, un militaire audacieux, prend le pouvoir en 1847, soutenu par les secteurs populaires, mais son mandat se transforme rapidement en dictature. Les affrontements continuent, et chaque changement de gouvernement est une guerre en soi. Le Venezuela devient un champ de bataille où les généraux gouvernent avec l'épée et la poudre. La guerre fédérale, le conflit le plus sanglant du siècle. Mais s'il y a une guerre qui marquera le 19e siècle, c'est bien la guerre fédérale, 1859-1863, l'une des plus longues et des plus destructrices de l'histoire du Venezuela. Le pays est divisé en deux grands camps, les conservateurs, menés par les élites, les propriétaires terriens et les grands commerçants. Ils veulent un gouvernement central fort qui maintienne l'ordre. Les libéraux, menés par Ezequiel Zamora, un leader qui promet la justice pour les paysans et les pauvres, veulent une forme radicale où la terre serait redistribuée et le pouvoir décentralisé. La guerre éclate en 1859 et s'étend sur 5 années de terreur. Les combats se déroulent dans tous les recoins du pays. Les villages sont pillés, les haciendas incendiées, les familles séparées par la violence. L'un des moments les plus emblématiques se produit à Santa Inés, où Ezequiel Zamora défait les forces conservatrices grâce à une stratégie brillante. Mais l'espoir des libéraux s'éteint lorsque Zamora est mystérieusement assassiné en 1860. Finalement, en 1863, après des années de destruction, la guerre se termine avec la signature du traité de Coche, où les libéraux parviennent à imposer leur vision d'un gouvernement fédéraliste. Mais la paix est fragile, le pays est dévasté, des milliers de personnes sont mortes et l'économie est détruite. Un pays pris dans le chaos après la guerre fédérale. Le Venezuela reste en crise. Chaque nouveau président fait face à des rébellions et des coups d'État. Le pouvoir change constamment de main et les caudillos continuent de gouverner comme s'ils étaient les propriétaires de leur propre terre. Le 19e siècle devient une période d'instabilité permanente. Les guerres ont laissé le pays en ruine. La pauvreté s'étend et le peuple est fatigué de tant de conflits. À l'approche du XXe siècle, une nouvelle question se pose à l'horizon. Qui pourra apporter la stabilité au Venezuela? Et c'est alors qu'un nouvel élément apparaît dans l'histoire du pays, le pétrole. La découverte du pétrole va complètement changer le destin du Venezuela, apportant avec elle richesse, modernisation, mais aussi de nouveaux problèmes. Ainsi commence le prochain chapitre.
la découverte du pétrole et son impact sur la nation. Une histoire de richesse inattendue, d'opportunités et d'un futur incertain. La découverte du pétrole, la richesse qui a changé le Venezuela pour toujours. Imaginez un pays marqué par des siècles de guerre, un territoire rempli de plaines, de jungles et de montagnes où les gens ont vécu entre la pauvreté et la lutte constante pour le pouvoir. Le Venezuela, après tant de guerres civiles, est un pays blessé, cherchant désespérément stabilité et progrès. Mais alors, quelque chose se passe, quelque chose qui changera à jamais l'histoire de cette terre. Sous le sol du Venezuela, caché pendant des millions d'années, repose un trésor noir et visqueux. Ce n'est ni de l'or, ni des diamants, mais cela vaut encore plus, c'est du pétrole. Et quand le monde le découvre, le Venezuela cesse d'être un pays oublié pour devenir l'un des endroits les plus convoités de la planète. C'est l'histoire de la façon dont le pétrole a transformé le Venezuela en une nation riche et puissante, mais aussi en un pays rempli de défis et de contradictions. Les premiers indices, l'excrément du... Depuis des temps anciens, les indigènes connaissaient déjà le pétrole. Ils l'appelaient mène, une substance sombre qui jaillissait du sol à certains endroits de la géographie vénézuélienne. Ils utilisaient cette substance pour imperméabiliser leurs canoës et comme médecine. Mais les Européens qui sont arrivés lors de la colonisation n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. Pendant des siècles, le pétrole n'a été qu'une curiosité, une rareté qui apparaissait dans certaines rivières et lagunes. Cependant, avec l'arrivée du XXe siècle, le monde a changé. Les usines se développaient, les automobiles commençaient à dominer les rues, et les bateaux et avions avaient besoin d'un nouveau type de carburant. Le pétrole est devenu la ressource la plus importante de la planète. Et alors, les yeux du monde se sont tournés vers le Venezuela. La grande découverte, le puits Sumac. Nous sommes en 1914, dans un endroit appelé Mene Grande, dans l'état de Zulia. Un groupe de travailleurs fort la terre. Ils creusent depuis des mois, sans savoir exactement ce qu'ils vont trouver. Soudain, quelque chose se produit. Un grand fracas secoue le sol et une colonne de liquide noir jaillit avec une grande force. Le pétrole s'envole vers le ciel, tachant tout sur son passage. C'est le premier grand gisement pétrolier découvert au Venezuela. Les travailleurs observent avec étonnement. Ils ont mis à jour une source de richesse inépuisable. Bientôt, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le Venezuela a du pétrole, et beaucoup. Les compagnies étrangères, principalement des États-Unis et d'Angleterre, arrivent rapidement pour prendre le contrôle de ce nouveau trésor. Elles installent des champs pétroliers, construisent des raffineries et commencent à exporter des millions de barils de pétrole brut. En peu de temps, le Venezuela cesse d'être une nation agricole et arriérée pour devenir l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Mais tout n'est pas si simple. Les deux visages du pétrole, richesse et inégalité. Avec l'arrivée du pétrole, les villes commencent à grandir. Caracas se remplit de bâtiments modernes, d'automobiles et de routes. De nouveaux quartiers, de nouvelles opportunités surgissent, et des milliers de personnes quittent la campagne pour chercher un emploi dans les industries pétrolières. Le gouvernement, sous la présidence de Juan Vicente Gómez, s'enrichit énormément grâce aux impôts payés par les compagnies étrangères. Mais il y a un problème, la richesse n'est pas répartie équitablement. Alors qu'une petite élite vit dans le luxe, avec des manoirs et des voitures luxueuses, la majorité des Vénézuéliens restent dans la pauvreté. De plus, le pétrole n'apporte pas seulement de l'argent, il apporte aussi une intervention étrangère. Les grandes compagnies pétrolières contrôlent pratiquement toute la production, laissant au pays très peu de pouvoir sur sa propre ressource. Malgré la richesse générée, le Venezuela reste un pays dépendant. Toute son économie tourne autour du pétrole, et bien que cela fasse croître le pays rapidement, cela le rend aussi vulnérable. La fin de la dictature et l'arrivée de la démocratie. Pendant plus de 25 ans, Juan Vicente Gómez gouverne le Venezuela d'une main de fer. Il permet l'exploitation du pétrole, mais maintient un contrôle absolu sur le pays, emprisonnant ses ennemis politiques et accumulant une grande fortune personnelle. Mais en 1935, Gómez meurt et le Venezuela entame une nouvelle étape. Avec l'arrivée de nouveaux dirigeants, le pays entre dans un processus de modernisation. En 1943, une loi est approuvée qui oblige les entreprises étrangères à payer plus d'impôts, garantissant qu'une plus grande partie de la richesse pétrolière reste dans le pays. Finalement, en 19, des élections démocratiques ont lieu, et Romulo Gallegos est élu, le premier président élu par le peuple. Mais la démocratie est de courte durée. Un coup d'État militaire le renverse quelques mois plus tard, et le Venezuela retombe dans l'autoritarisme. Le boom pétrolier et le Venezuela riche. Les années passent et le pétrole reste l'axe central du pays.
En 1958, une nouvelle révolution politique porte Romulo Betancourt au pouvoir. Il établit la vraie démocratie au Venezuela. À partir de ce moment, le pays commence à vivre une période de grande croissance économique. Le prix du pétrole monte et le Venezuela devient l'une des nations les plus riches d'Amérique latine. Pendant les années 60 et 70, Caracas se remplit de gratte-ciel, d'autoroutes et de centres commerciaux. La classe moyenne grandit, les universités se développent et des milliers d'immigrants arrivent d'Europe en quête d'opportunités. Le pays semble vivre son meilleur moment. Mais il y a un problème. Toute l'économie continue de dépendre du pétrole. Si les prix sont élevés, le pays prospère. Mais s'ils baissent, tout s'effondre. Et dans les années 80, c'est exactement ce qui se passe. La crise pétrolière est le début des problèmes. En 1983, le prix du pétrole chute drastiquement et avec lui, l'économie vénézuélienne s'effondre. L'inflation monte, le chômage augmente et la pauvreté, qui semblait avoir disparu, revient avec plus de force. Les gens qui avaient en profité d'un Venezuela prospère commencent à souffrir. Le gouvernement tente de contrôler la situation, mais le pays est déjà entré dans une spirale de crise. En 1989, un événement tragique se produit. Le Caracazo, une série de protestations et de pillages dans les rues qui laissent des centaines de morts. Le Venezuela n'est plus la nation riche qu'il était autrefois. Et au milieu de la crise, un jeune militaire commence à gagner en popularité. Son nom est Hugo Chavez. Chavez, avec son discours de justice sociale et de lutte contre la corruption, devient l'espoir de beaucoup et en 1998, il est élu président. Mais son arrivée au pouvoir marquera le début d'une nouvelle ère, une ère de changements radicaux qui diviseront le pays. Car le pétrole, qui a autrefois fait du Venezuela une nation prospère, deviendra le centre d'un conflit politique qui transformera à jamais le destin du pays. Et c'est ainsi que nous arrivons au chapitre suivant de notre histoire, l'arrivée d'Hugo Chavez et la révolution bolivarienne. Une période de changement profond, d'espoir pour certains et d'incertitude pour d'autres. L'arrivée d'Hugo Chavez et la révolution bolivarienne, un tournant dans l'histoire du Venezuela. Le soleil se couche sur les rues de Caracas. Nous sommes en 1998 et le pays est plongé dans une crise profonde. Les gens marchent avec des visages fatigués, les files d'attente pour acheter de la nourriture sont de plus en plus longues. Le chômage augmente et la corruption a rongé les institutions. Le Venezuela, une nation qui fut autrefois l'une des plus riches d'Amérique latine, est maintenant confrontée à l'une de ses pires crises économiques et sociales. Au milieu de ce chaos, une figure émerge, promettant un changement radical. Quelqu'un qui prétend représenter les pauvres et les oubliés, quelqu'un qui défie l'élite politique avec un discours direct, sans filtre. Son nom est Hugo Chavez Frias, un ancien militaire qui a captivé l'attention du peuple avec son charisme et son message de justice sociale. Son visage apparaît à la télévision. Sa voix résonne sur les places et dans les quartiers populaires. Il est temps de mettre fin à la corruption. Il est temps de donner le pouvoir au peuple. Les gens, lassés des promesses non tenues et des gouvernements qui n'ont pas réussi à résoudre les problèmes du pays, commencent à croire en lui. Les riches le voient comme une menace, mais les pauvres le voient comme un espoir. Les élections arrivent et le résultat est sans appel. Hugo Chavez remporte la présidence avec plus de 56% des voix. L'histoire du Venezuela est sur le point de changer pour toujours. Un leader avec un plan, le début de la révolution bolivarienne. Dès le premier jour au pouvoir, Chavez indique clairement que son gouvernement sera différent. Ce n'est pas un président traditionnel, il ne suit pas les protocoles formels. Il parle au peuple comme s'il s'agissait d'une conversation décontractée. « Je ne suis pas un président de bureau, je suis un soldat du peuple », dit-il dans son premier discours. Mais ce ne sont pas seulement des mots. Chavez veut changer complètement la structure politique, économique et sociale du pays. Son premier grand mouvement est de convoquer une assemblée constituante en 1999 pour rédiger une nouvelle constitution, dans le but de donner plus de pouvoir au peuple et de réformer le système politique. La nouvelle constitution est approuvée avec 71% des voix lors d'un référendum national, et la République bolivarienne du Venezuela est née. Les règles du jeu ont changé. Chavez, avec son style combatif et direct, commence à parler de la révolution bolivarienne, un projet inspiré des idéaux de Simón Bolívar qui promet justice sociale, égalité et fin de la corruption. Mais ces politiques ne tardent pas à générer des divisions. La montée du chavisme et l'affrontement avec l'opposition. Au fil des ans, Chavez intensifie son discours contre les élites économiques et politiques qui ont gouverné le Venezuela
pendant des décennies. Il nationalise des entreprises, exproprie des terres, crée des missions sociales pour aider les secteurs les plus pauvres et renforce son contrôle sur les institutions de l'État. Pour beaucoup, Chavez est un héros, un leader qui rend enfin la richesse pétrolière au peuple. Pour d'autres, c'est un dictateur en devenir, quelqu'un qui concentre trop de pouvoir entre ses mains. Les tensions atteignent un point critique en 2002, lorsqu'une partie de l'opposition et une partie de la haute hiérarchie militaire organisent un coup d'État. Au petit matin du 11 avril, Chavez est arrêté et emmené dans une base militaire. Pendant 48 heures, le pays connaît un chaos absolu. Les médias célèbrent sa chute, l'opposition croit avoir gagné, mais le peuple ne reste pas les bras croisés. Des milliers de partisans de Chavez descendent dans les rues, exigeant son retour. Finalement, le 13 avril 2002, un groupe de militaires fidèles à Chavez le sauve et le ramène au pouvoir. C'est un retour triomphal. Chavez, plus fort que jamais, déclare devant les caméras « Je ne suis pas tombé, on m'a renversé, mais nous sommes de retour ». À partir de ce moment, son gouvernement se radicalise encore plus. Il expulse les militaires putschistes, renforce ses relations avec Cuba et la Russie et avance dans la construction d'un modèle socialiste. Le pétrole comme arme est l'essor du socialisme du XXIe siècle. Avec les prix du pétrole à leur plus haut, Chavez utilise les revenus pétroliers pour financer d'ambitieux programmes sociaux. Mission Barrio Adentro, construction d'hôpitaux et de cliniques populaires. Mission Robinson, éradication de l'analphabétisme. Mission Mercal, vente de produits alimentaires subventionnés à bas prix. Des millions de Vénézuéliens bénéficient de ces programmes et la popularité de Chavez grandit. Les pauvres le voient comme un sauveur, tandis que l'opposition l'accuse de gaspiller l'argent du pétrole dans le populisme. Mais Chavez ne cherche pas seulement le changement au Venezuela. Il devient un leader influent en Amérique latine, formant des alliances avec des pays comme Cuba, la Bolivie, l'Équateur et le Nicaragua. Patrie, socialisme ou mort, dit-il dans ses discours, affirmant clairement que sa révolution est irréversible. Les premiers symptômes de la crise. Mais malgré l'apparente prospérité, les premiers signes de problème commencent à apparaître. Le modèle de Chavez dépend entièrement du pétrole. Tant que les prix sont élevés, le gouvernement peut financer ses programmes. Mais que se passera-t-il si le pétrole chute? En 2010, l'inflation commence à augmenter, la production nationale diminue et la pénurie de produits de base devient évidente. Les longues files d'attente pour acheter de la nourriture deviennent une image quotidienne dans les rues du Venezuela. L'opposition continue de résister, organisant des marches et des dénonciations contre le gouvernement. Mais Chavez, avec son leadership fort et son charisme, parvient à se maintenir au pouvoir. Cependant, en 2011, l'histoire prend un tournant inattendu. Hugo Chavez annonce qu'il a un cancer. Malgré sa maladie, il continue de gouverner avec la même énergie, mais sa santé se détériore rapidement. En 2012, il se représente aux élections et gagne avec 55% des voix. Mais le Chavez qui revient n'est plus le même qu'avant. La mort de Chavez est le début d'un nouveau chapitre. Le 5 mars 2013, le vice-président Nicolás Maduro annonce, d'une voix brisée, la nouvelle que beaucoup craignaient. Aujourd'hui, notre commandant Hugo Chavez est parti. Le pays tout entier est sous le choc. Le leader de la révolution bolivarienne est mort. Pour ses partisans, c'est une tragédie. Pour ses opposants, c'est la fin d'une ère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec la mort de Chavez, une nouvelle étape commence. Une étape d'incertitude et de crise. Son successeur, Nicolás Maduro, hérite d'un pays en déclin, avec une économie fragile et une société divisée. Les années à venir seront les plus difficiles de l'histoire récente du Venezuela. Car après la révolution bolivarienne, le pays fera face à une crise économique et sociale sans précédent qui changera le destin de millions de Vénézuéliens. Et ainsi, nous arrivons au prochain chapitre. La crise du Venezuela et l'exode massif. Une période d'hyperinflation, de pénurie et de migration où des millions de personnes seront forcées de quitter leurs terres à la recherche d'un avenir meilleur. La crise du Venezuela et l'exode massif, une nation en résistance. Le soleil se lève sur Caracas, mais la ville n'est plus la même. Les rues, autrefois pleines de vie, sont maintenant marquées par le silence des commerces fermés et des files interminables de personnes attendant de la nourriture. Les familles se réveillent tôt, non pas pour planifier une journée de travail ou d'école, mais pour parcourir des supermarchés vides et des pharmacies sans médicaments. Nous sommes en 2013, et le Venezuela entre dans une crise sans précédent. Les années de boom pétrolier sont derrière elle.
L'inflation augmente de manière incontrôlable, et le pays, autrefois prospère, s'effondre sous les yeux de son peuple. Avec la mort d'Hugo Chavez, Nicolás Maduro prend le pouvoir, promettant de poursuivre l'héritage de la révolution bolivarienne. Mais ce qui arrivera dans les années suivantes sera une tempête qui changera la vie de millions de Vénézuéliens. C'est l'histoire de la façon dont le Venezuela est passé de l'espoir au chaos, et de la façon dont des millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer à la recherche d'un avenir meilleur. Le début de l'effondrement, une économie qui s'écroule. Lorsque Maduro arrive à la présidence, le Venezuela est déjà confronté à de graves problèmes. La production nationale est en crise, la corruption a affaibli les institutions, et le pays dépend toujours entièrement du pétrole. En 2014, ce que beaucoup craignaient se produit. Le prix du pétrole chute drastiquement sur le marché mondial. Et comme le Venezuela n'a pas diversifié son économie, les conséquences sont dévastatrices. Soudain, l'argent du gouvernement ne suffit plus à soutenir les programmes sociaux. Les importations diminuent et les produits essentiels commencent à manquer. Le peuple vénézuélien est confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Pénurie de nourriture, de médicaments et de produits de base. Le bolivar, la monnaie nationale, perd rapidement sa valeur. L'inflation s'envole à des niveaux jamais vus dans l'histoire du pays. Dans les rues, le désespoir grandit. Des familles entières survivent avec un seul repas par jour. Les hôpitaux manquent de fournitures et les médecins ne peuvent pas soigner leurs patients. Le Venezuela, le pays du pétrole, devient une nation en crise humanitaire. Mais la crise n'est pas seulement économique, elle est aussi politique. Les protestations et la répression. Un pays divisé. À mesure que la crise s'aggrave, les gens commencent à descendre dans la rue. En 2014, des milliers de Vénézuéliens protestent, exigeant un changement de gouvernement, de meilleures conditions de vie et la fin de la corruption. Des jeunes, drapeaux à la main et pancartes de protestation, remplissent les places de Caracas, Valence, Maracaibo et d'autres villes. Ils exigent la justice, ils exigent la démocratie, ils exigent un avenir meilleur. Mais le gouvernement répond par la répression. La garde nationale et des groupes armés affrontent les manifestants avec violence. Dans les rues, les gaz lacrymogènes, les tirs et les détentions arbitraires deviennent une partie de la réalité quotidienne. Les leaders de l'opposition sont emprisonnés ou exilés. L'un des plus emblématiques est Leopoldo López, arrêté en 2014 après avoir mené les protestations. Mais malgré la répression, la résistance reste vivante. Le peuple vénézuélien ne se rend pas. L'hyperinflation et la crise humanitaire. En 2017, l'inflation au Venezuela atteint des niveaux catastrophiques. Les prix des produits de base augmentent à chaque heure. L'argent perd sa valeur et les familles ne peuvent plus acheter le strict nécessaire. Un kilo de riz coûte des millions de bolivars, un carton d'œufs est un luxe inaccessible. Les gens commencent à payer avec des liasses de billets qui ne valent plus rien. Le gouvernement tente des solutions désespérées. Il imprime plus d'argent, change plusieurs fois de monnaie, impose des contrôles de prix, mais rien ne fonctionne. La crise se fait sentir dans tous les recoins du pays. Les hôpitaux sont débordés, les supermarchés vides, l'électricité et l'eau manquent constamment. La mort de Chavez est le début d'un nouveau chapitre. Le 5 mars 2013, le vice-président Nicolás Maduro annonce, d'une voix brisée, la nouvelle que beaucoup redoutaient. Aujourd'hui, notre commandant Hugo Chavez est parti. Le pays tout entier entre dans un état de choc. Le leader de la révolution bolivarienne est mort. Pour ses partisans, c'est une tragédie. Pour ses opposants, c'est la fin d'une ère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec la mort de Chavez, commence une nouvelle étape. Une étape d'incertitude et de crise. Son successeur, Nicolás Maduro, hérite d'un pays en déclin, avec une économie fragile et une société divisée. Les années à venir seront les plus difficiles de l'histoire récente du Venezuela. Car après la révolution bolivarienne, le pays sera confronté à une crise économique et sociale sans précédent qui changera le destin de millions de Vénézuéliens. Et ainsi, nous arrivons au prochain chapitre. La crise du Venezuela et l'exode massif, une période d'hyperinflation, de pénurie et de migration, où des millions de personnes seront contraintes de quitter leurs terres à la recherche d'un avenir meilleur. La crise du Venezuela et l'exode massif, une nation en résistance. Le soleil se lève sur Caracas, mais la ville n'est plus la même. Les rues, autrefois pleines de vie, sont maintenant marquées par le silence des commerces fermés et les files interminables de personnes attendant de la nourriture. Les familles se lèvent tôt, non pas pour planifier une journée de travail ou d'école,
mais pour parcourir les supermarchés vides et les pharmacies sans médicaments. Nous sommes en 2013 et le Venezuela entre dans une crise sans précédent. Les années de prospérité pétrolière sont révolues. L'inflation augmente de manière incontrôlable et le pays, autrefois prospère, s'écroule sous les yeux de sa population. Avec la mort d'Hugo Chavez, Nicolás Maduro prend le pouvoir, promettant de poursuivre l'héritage de la révolution bolivarienne. Mais ce qui viendra dans les années suivantes sera une tempête qui changera la vie de millions de Vénézuéliens. C'est l'histoire de la façon dont le Venezuela est passé de l'espoir au chaos, et comment des millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer à la recherche d'un avenir meilleur. Le début de l'effondrement, une économie qui s'écroule. Lorsque Maduro arrive à la présidence, le Venezuela est déjà confronté à de graves problèmes. La production nationale est en crise, la corruption a affaibli les institutions et le pays dépend toujours entièrement du pétrole. En 2014, ce que beaucoup craignaient se produit. Le prix du pétrole chute drastiquement sur le marché mondial. Et comme le Venezuela n'a pas diversifié son économie, les conséquences sont dévastatrices. Soudain, l'argent du gouvernement ne suffit plus à soutenir les programmes sociaux. Les importations diminuent et les produits essentiels commencent à manquer. Le peuple vénézuélien est confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Pénurie de nourriture, de médicaments et de produits de base. Le bolivar, la monnaie nationale, perd rapidement sa valeur. L'inflation s'envole à des niveaux jamais vus dans l'histoire du pays. Dans les rues, le désespoir grandit. Des familles entières survivent avec un seul repas par jour. Les hôpitaux manquent de fournitures et les médecins ne peuvent pas soigner leurs patients. Le Venezuela, le pays du pétrole, devient une nation en crise humanitaire. Mais la crise n'est pas seulement économique, elle est aussi politique. Les protestations et la répression, un pays divisé. À mesure que la crise s'aggrave, les gens commencent à descendre dans la rue. En 2014, des milliers de Vénézuéliens protestent, exigeant un changement de gouvernement, de meilleures conditions de vie et la fin de la corruption. Des jeunes, drapeaux à la main et pancartes de protestation, remplissent les places de Caracas, Valence, Maracaibo et d'autres villes. Ils exigent la justice, ils exigent la démocratie, ils exigent un avenir meilleur. Mais le gouvernement répond par la répression. La garde nationale et des groupes armés affrontent les manifestants avec violence. Dans les rues, les gaz lacrymogènes, les tirs et les détentions arbitraires deviennent une partie de la réalité quotidienne. Les leaders de l'opposition sont emprisonnés ou exilés. L'un des plus emblématiques est Leopoldo López, arrêté en 2014 après avoir mené les protestations. Mais malgré la répression, la résistance reste vivante. Le peuple vénézuélien ne se rend pas. L'hyperinflation et la crise humanitaire. En 2017, l'inflation au Venezuela atteint des niveaux catastrophiques. Les prix des produits de base augmentent à chaque heure. L'argent perd sa valeur et les familles ne peuvent plus acheter le strict nécessaire. Un kilo de riz coûte des millions de bolivars. Un carton d'œufs est un luxe inaccessible. Les gens commencent à payer avec des liasses de billets qui ne valent plus rien. Le gouvernement tente des solutions désespérées. Il imprime plus d'argent, change plusieurs fois de monnaie, impose des contrôles de prix, mais rien ne fonctionne. La crise se fait sentir dans tous les recoins du pays. Les hôpitaux sont débordés, les supermarchés vides, l'électricité et l'eau manquent constamment. Et puis, arrive le point de rupture. Des milliers de Vénézuéliens, sans espoir d'améliorer leur vie dans le pays, prennent la décision la plus difficile de leur vie. Quitter le Venezuela. L'exode vénézuélien, une nation en mouvement. Ce qui commence comme un petit flux de migrants en 2015 se transforme en un exode massif les années suivantes. En 2023, plus de 7,5 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays, ce qui en fait l'une des plus grandes crises migratoires au monde. Les images sont saisissantes, des familles traversant la frontière à pied, des jeunes marchant sur des routes interminables, des mères avec leurs enfants dans les bras, pleurant en laissant leur foyer derrière elles. Colombie, Pérou, Équateur, Chili, Argentine, Brésil. Les Vénézuéliens commencent à chercher refuge partout où ils peuvent trouver du travail et de la stabilité. Certains voyagent en bus, d'autres marchent des milliers de kilomètres. Les histoires de souffrance et de résistance remplissent les actualités. Des personnes qui meurent en chemin, des familles séparées, des enfants qui grandissent sans leurs parents. Mais malgré la douleur, il y a quelque chose qui reste intact. L'espoir. La lutte pour le changement. Un Venezuela en résistance. Alors que des millions partent, d'autres décident de rester et de continuer à lutter.
Les protestations continuent, l'opposition cherche des solutions et le monde commence à faire pression sur le gouvernement de Maduro. En 2019, un nouveau leader de l'opposition, Juan Guaidó, s'autoproclame président par intérim avec le soutien des États-Unis et de plusieurs pays. Pendant un instant, il semble que le changement soit proche. Mais Maduro résiste, avec le soutien de la Russie, de la Chine et de Cuba. Il reste au pouvoir, face aux sanctions, au blocus et à un pays en crise. Les années passent et la situation reste difficile. Le Venezuela continue de lutter pour trouver sa voie, divisé entre ceux qui soutiennent le gouvernement et ceux qui exigent un changement. Mais une chose est sûre, le peuple vénézuélien est fort. Malgré toutes les difficultés, il continue d'avancer. Et maintenant, après tant de souffrances, une nouvelle question se profile à l'horizon. Quel sera l'avenir du Venezuela ? Car même si la crise a frappé le pays comme jamais auparavant, l'esprit de son peuple reste vivant, attendant le moment de la reconstruction. Et nous arrivons ainsi au dernier chapitre de cette histoire. L'avenir du Venezuela, défis et espoirs au XXIe siècle. Un chapitre encore à écrire où la nation devra faire face au défi de se reconstruire et de trouver une nouvelle destinée. L'avenir du Venezuela, défis et espoirs au XXIe siècle. La brise chaude souffle sur les rues de Caracas. Malgré tout ce qui s'est passé, la ville est toujours vivante. Dans chaque recoin, dans chaque quartier, sur chaque place, il y a des histoires de lutte, de résistance et surtout d'espoir. Le Venezuela a traversé des temps sombres, mais son peuple continue d'avancer, le regard tourné vers l'avenir. Le XXIe siècle a été un défi brutal pour le pays. Les crises politiques, économiques et sociales ont poussé des millions de personnes à l'exil, ont vidé les supermarchés et ont mis à l'épreuve l'esprit de son peuple. Mais même au milieu du chaos, l'histoire du Venezuela n'est pas encore terminée. La question que tout le monde se pose maintenant est: où va le Venezuela ? Y aura-t-il une renaissance ? Le pays pourra-t-il se remettre après tant d'années de crise ? Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord comprendre ce qui s'est passé ces dernières années et quels défis la nation devra relever à l'avenir. Les blessures du passé, la crise qui n'est pas terminée. Pour comprendre l'avenir du Venezuela, il est impossible d'ignorer son présent. La crise qui a commencé au début du XXIe siècle continue de laisser des cicatrices profondes. L'économie reste fragile, bien que ces dernières années, il y ait eu certaines tentatives de stabilisation. Le bolivar a perdu pratiquement toute sa valeur, et de nombreuses transactions se font en dollars. Les services de base sont précaires. Les coupures de courant, les coupures d'eau et les pénuries d'essence font toujours partie de la vie quotidienne. La diaspora continue de croître. Bien que certains migrants aient tenté de revenir, la plupart continuent de chercher une vie meilleure dans d'autres pays. La politique reste divisée. La confrontation entre le gouvernement de Nicolás Maduro et l'opposition reste sans solution claire. Malgré cela, ces dernières années, un sentiment de résilience est apparu. Les Vénézuéliens ont appris à survivre dans les pires conditions, à se réinventer, à trouver des moyens de continuer. Mais cela sera-t-il suffisant pour construire un meilleur avenir ? 3 chemins possibles pour le Venezuela. Le destin du Venezuela dépend de nombreux facteurs. Il existe 3 scénarios possibles pour les prochaines années. La reconstruction démocratique. C'est le chemin que de nombreux Vénézuéliens souhaitent. Un changement politique qui apporterait stabilité, respect des institutions et de nouvelles opportunités économiques pour que